Si je veux parler effectivement du musée Plein et puis de son évolution vers peut-être effectivement quelque chose qui nous approche d'un manque de collection, peut-être, c'est effectivement en fonction d'un grand nombre de réflexions qui se sont, je dirais, liées à des événements plus ou moins récents. C'est tout à fait passionnant, évidemment, d'intervenir juste après mes deux collègues qui terminaient leur intervention en évoquant la question de l'authenticité et des substituts et en évoquant le fait de comment réagirait finalement la société par rapport à ces questions-là. Eh bien, je pense que la société, c'est justement effectivement celle qui définit le musée et cette définition-là est en train de changer. Au niveau de la société d'une part, mais au niveau des professionnels aussi. Pour ceux qui ont suivi l'actualité du monde des musées, alors, c'est comme ça, non, c'est comme ça, voilà. Pour ceux qui ont suivi l'actualité du monde des musées, à Kyoto, il y a un mois, il y a eu effectivement la fin d'un long processus, une fin avortée pourrait-on dire, d'un long processus de redéfinition du musée qui s'est tenu à Kyoto après 3 années. Ce qu'on peut appeler peut-être la bataille de Kyoto a voulu imposer en quelque sorte une nouvelle définition de ce qu'était un musée. Ce qui a amené sans doute l'un des moments conflictuels au sein de l'ICOM, le Conseil international des musées, qui regroupe 40 000 professionnels dans le monde, je dirais l'un des colloques les plus conflictuels auxquels il m'était permis d'assister. Mais un moment absolument mémorable, effectivement, sur je dirais, ce qui se passe d'un point de vue historique sur la définition même. Alors, de quoi s'agit-il comme définition? Voilà celle qui a été rejetée. Je ne vais pas vous la lire. Par-delà, en quelque sorte, le caractère de non-définition, peut-être, effectivement, de cette longue litanie et son caractère assez ampoulé. Ce qu'il était extrêmement intéressant, son absence de structure aussi, ce qu'il était extrêmement intéressant de relever, c'était aussi, derrière des éléments très largement cités comme le caractère polyphonique, inclusif, démocratique, au service presque de la lutte contre la faim dans le monde, etc. C'est aussi finalement le fait que des questions qui étaient au cœur de l'institution, comme les fonctions essentielles du musée, présentées comme telles, à savoir la préservation ou autre, n'apparaissait que de manière extrêmement ténue, pourrait-on dire. Et c'est évidemment un caractère tout à fait différent, en quelque sorte, qui découle de cette définition, qui a choqué un grand nombre de professionnels, mais qui a amené aussi justement des batailles, entre guillemets, des luttes rhétoriques assez épiques, avec un certain nombre, justement, de protagonistes qui se voyaient comme étant, justement, les modernes par rapport aux anciens, et très clairement l'idée de transformer, de rénover cette institution considérée peut-être comme vieillie, et dans lequel, pourrait-on dire, évidemment, des musées très classiques comme le Louvre ou les musées royaux des Beaux-Arts n'entraient plus directement. C'est évidemment tout ce paradoxe de cette définition qui est vue, il faut le rappeler évidemment, comme l'une des définitions de référence dans le monde entier et même dans un certain nombre de législations nationales. Alors, pour revenir évidemment sur ce principe et cette transformation radicale en quelque sorte, il faut revenir à ce qui a longtemps fait le cœur, pourrait-on dire, du principe du musée, à savoir évidemment la collection, comme le rappelait notre premier collègue durant ce colloque, à savoir évidemment la collection et un principe qui est lié justement à celui-ci, qui est le principe d'accumulation. Ce principe, on le retrouve depuis toujours, pourrait-on dire, au cœur de l'institution. On pourrait même dire en quelque sorte qu'il est inhérent à un certain fonctionnement de la société, à un certain type de fonctionnement peut-être d'ailleurs occidental qu'on a vu se développer à travers la création, pourrait-on dire, de certaines mémoires artificielles. Durant l'Antiquité, la plupart de ces mémoires artificielles, elles sont effectivement dans la tête. C'est tout l'art de la mémoire qui se développe avec la rhétorique et parallèlement avec un certain nombre de mémoires, notamment pour les bibliothèques. On a suffisamment cité la bibliothèque d'Alexandrie, qui cherche justement à accumuler tous les savoirs du monde, pourrait-on dire. C'est cette logique qui va être en quelque sorte ressuscitée, ou qui va ressurgir à partir de la Renaissance, et globalement dans les mêmes moments et dans les mêmes lieux aussi d'ailleurs que le capitalisme. Ce principe de l'accumulation qu'on voit au niveau des capitaux, on l'observe aussi effectivement au niveau des collections, et on lui doit bien entendu
à travers les sciences, le développement des sciences modernes, qui se fondent à travers l'œuvre d'un Bacon ou plus tard d'un Leibniz, effectivement, sur l'idée qu'il faut avoir justement des repositories, des entrepôts et donc des cabinets pour abriter un certain nombre de ces lieux, et que c'est à partir de cela que la science véritable pourra se développer. Ce principe qui d'ailleurs conjugue pendant très très longtemps, il ne faut pas l'oublier, ce qui nous met en plein dans le sujet, la bibliothèque et le musée en quelque sorte, qui pendant très longtemps effectivement sont très peu dissociables, va être au cœur évidemment de l'institution tout au long du XVIIIe, durant les Lumières, du XIXe siècle et du XXe siècle. Ce qui amène évidemment un certain nombre de questions liées à la logistique. Et c'est évidemment ce principe, en quelque sorte, qui vise à abandonner une mémoire qui repose simplement sur l'être humain, et donc le développement d'un art artificiel de la mémoire, en quelque sorte, pendant très longtemps, amène un certain nombre de restrictions. C'est-à-dire que l'orateur ou le savant, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ne peut se souvenir que d'un certain nombre de citations. Évidemment, la constitution d'une bibliothèque et plus tard d'un entrepôt permet de gérer beaucoup plus facilement quelques dizaines, centaines de milliers de spécimens ou, jusqu'au XIXe siècle, par exemple, les grands muséums, quelques dizaines de millions de spécimens, comme par exemple l'herbier du muséum à Paris. C'est cette logique fondée sur l'inventaire, la gestion des collections qui va être modernisée tout au long du XXe siècle, qu'on retrouve au cœur, pourrait-on dire, des principes de la muséographie durant l'entre-deux-guerres et puis plus tard, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale et qu'on voit se poursuivre. Cette logique, elle repose aussi, faut-il le dire, sur un principe qui va être très clairement affirmé, surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui du musée à croissance illimitée. Et en quelque sorte, lorsque dans les années 1980, on voit le musée qui, contrairement à un certain nombre de prédictions, continue de se développer de manière considérable et même de se populariser alors qu'on l'avait pendant un temps ringardisé, c'est à partir effectivement toujours de ce présupposé d'un musée s'agrandissant. Et souvenez-vous évidemment de ces années 80 qui voient le développement de la plupart des grandes institutions, qu'il s'agisse effectivement de grands musées ou de très grands musées comme le Louvre, ou bien sûr aussi de la multiplication des musées eux-mêmes, à travers à chaque fois, faut-il le souligner évidemment, l'ouverture et le développement de surfaces liées à l'exposition, mais aussi à l'entreposage et à toute une série des enjeux de la collection elle-même. Évidemment, pour le collectionneur seul, qui lui aussi cherche à développer sa collection, il y a des limites qui peuvent être assez rapidement atteintes. Il y a une pathologie qui existe, qui s'intitule la thésaurisation compulsive ou la silogomanie, qui amène un certain trop-plein, pourrait-on dire, dans certaines maisons, que l'on trouve effectivement liées justement à des troubles psychiatriques, mais qui ne sont pas non plus sans rappeler les limites pour un certain nombre de petits musées ou de grands musées, dont on se rend bien compte. Je ne parle pas du tout à ce moment-là des grandes institutions, mais je pense plutôt à toute une série de petits établissements dans des campagnes ou dans notre région, qui amènent un certain nombre de problèmes quant à justement la gestion de ces collections elles-mêmes et donc la question de ces limites. Cette question des limites, elle apparaît évidemment face à des enjeux liés à des collections matérielles. Elle diffère totalement évidemment par rapport à d'autres enjeux qui sont notamment les collections de substituts et de substituts numériques tels qu'on en a parlé à l'instant. Alors, ce qu'on a envisagé, ce qu'on a pu observer à partir de la fin des années 1980, contrairement justement à ce modèle de musée à croissance illimitée, c'est un certain nombre d'indices qui amènent plutôt, en quelque sorte, à l'inversion de ce principe, et peut-être à l'idée même d'une certaine disparition de la collection et des fonctions qui lui sont liées. Premier élément qu'on a peut-être moins évoqué que ceux qui vont suivre, c'est effectivement celui qui a été amené par les architectes et un certain type d'architecture, dont on a bien vu avec, c'est peut-être un des phénomènes les plus remarquables, en 1997 avec l'ouverture du Guggenheim de Bilbao, que ceux-ci étaient visités par le public, non plus évidemment pour les collections qu'ils abritaient, mais essentiellement bien sûr pour l'enveloppe, pour l'architecture tout à fait remarquable, qui a amené, comme vous le savez, toute une série de très grands établissements à être conçus d'abord en tant que, et visités d'abord en tant que musée, mais souvent même en tant que musée vide. Souvenez-vous par exemple du musée juif de Berlin, qui était visité pendant 3 années vide, et puis certains se sont plu à dire qu'une fois qu'il avait été rempli, il était beaucoup moins bien d'ailleurs qu'à l'époque où justement on pouvait le visiter uniquement pour le caractère de son architecture.
Cette logique-là, en quelque sorte, elle s'est développée effectivement à travers l'ensemble des grands musées, qu'il s'agisse notamment de filiales, mais qu'il s'agisse aussi de toute une série de grands établissements, notamment dans des pays sans tradition muséographique et donc en quelque sorte avec moins de collections, visant justement à s'acheter en quelque sorte ces signes de modernité et qui, dans un premier temps, peinaient, pourrait-on dire, à les remplir. Très clairement, effectivement, pour le musée, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que le musée en tant que tel, ça n'est plus la collection que l'on visite. Que ce soit la Fondation Vuitton ou que ce soit effectivement le Maxi ou autre, c'est d'abord évidemment une œuvre architecturale tout à fait remarquable qui témoigne évidemment d'une très très grande qualité esthétique. Mais ce qui amène dans un certain nombre d'autres pays, et je pense notamment effectivement au Japon, qui a développé à partir des années 1980, comme vous le savez aussi, non seulement une très grande architecture de musée, avec un très grand nombre d'architectes célèbres, une autre vision du musée, qui a donné lieu, par exemple, à la rédaction d'un ouvrage intitulé « Le musée vide », puisque au Japon, un certain nombre de centres d'art s'intitulent « musée » sans aucune difficulté, même s'ils sont traduits en anglais, puisque certains responsables japonais se sont rendus compte évidemment du paradoxe, notamment le National Art Center qui est exposé, qui se trouve à Tokyo, même si bien entendu, ils se présentent aussi comme des centres d'art. Dans cette logique-là, ou selon cette logique-là, un certain nombre de musées se revendiquent comme étant totalement des musées, sans avoir justement du tout de collection. Et c'est d'autant plus le cas dans un certain nombre de pays qui ont plus récemment développé leur infrastructure muséale, notamment en Chine, même si la Chine bénéficie d'une très très grande tradition de collectionneurs. Un très grand nombre de musées, notamment de musées d'art, ont été conçus, construits, d'abord en tant effectivement qu'infrastructure et essentiellement occupés à travers des expositions temporaires, sans pour autant bien sûr développer de collections. Ce qui amène aussi bien d'ailleurs dans le chef des professionnels que pour le grand public, l'idée évidemment que le musée, c'est d'abord effectivement l'enveloppe, le temple, l'architecture, beaucoup plus que ce qui en faisait le principe au départ, à savoir la collection. Deuxième indice, évidemment, qui nous ramène quelques années plus tôt, c'est celui d'un débat qui a secoué le Landerneau muséal, plutôt autour des années 2007-2008, si je ne m'abuse, à savoir en France, mais aussi partiellement en Belgique, le projet d'aliéner un certain nombre de biens des collections. Projet de loi qui a avorté à la suite d'un rapport qui lui était farouchement opposé, qui a amené un certain nombre d'auteurs à s'opposer avec virulence au phénomène qui n'est pas essentiellement évidemment lié à l'attaque du principe d'inaliénabilité des collections, mais qu'on voit se développer dans toute une série d'autres pays, notamment de manière beaucoup plus importante dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas à cette époque-là, et qui visait justement à s'intéresser à ce trop-plein de collections, en envisageant effectivement la bonne gestion, parfois, soit dans une optique d'un stock limité, et d'une gestion du stock, entre guillemets, soit effectivement parfois dans une logique de décroissance, à tout le moins évidemment avec une action sur cette collection, donc une inversion de ce principe d'une croissance illimitée, les limites à la croissance en quelque sorte qui s'observent dès cette époque. Évidemment, le principe et le débat, pour l'instant, a été relativement arrêté. Il ressurgira, j'en suis assez convaincu, dans quelques années, puisqu'effectivement, même si, bien entendu, il déplaît à un grand nombre de responsables, je pense beaucoup plus à finalement uniquement une toute petite partie du monde des musées, qui sont essentiellement dépositeurs d'UNICA, qu'à toute une série d'autres qui sont confrontés à des problèmes notamment d'accroissement beaucoup plus importants, comme des musées de sciences, des musées techniques, des musées d'archéologie, etc. Troisième principe, bien entendu, dont on a déjà beaucoup parlé, celui de la question des substituts numériques qui se sont développés à partir des années 1980. Certains d'entre vous se souviennent de ces grands disques qui préfiguraient les CD qu'on pouvait observer sur le Louvre ou Orsay, qui progressivement, à partir des années 90, se sont déclinés à travers soit des supports CD, puis bien sûr sur Internet, et qui très clairement, à partir plutôt on pourrait dire de la vague des années
2007-2010, ont donné lieu, et notamment en Corée, puisqu'on a évoqué la Corée il y a quelques heures, à la création de musées purement numériques, ne présentant aucune collection, sinon des collections de substituts numériques, se développant justement à ce niveau, et bien entendu en parallèle à la création effectivement d'expositions dès les années 2015 autour justement de ces principes. Alors la Corée du Sud a été très largement en avance, en parallèle justement avec tout le travail effectivement qui a déjà été cité des ateliers des Lumières. Alors le point intéressant et qui a provoqué en quelque sorte notre effroi, puisque je dirige un master de muséologie. Nous, traditionnellement, pour les étudiants que nous recrutons, nous leur demandons quel est le musée qui les a le plus intéressés. Et un très grand nombre de nos étudiants, lors de la sélection, nous ont dit « Ah, nous, c'est l'atelier des Lumières ». Et c'est évidemment un des points qui, auparavant, n'aurait absolument jamais été concevable, mais qui amenait un certain nombre d'étudiants qui voulaient eux-mêmes se spécialiser dans la notion même du musée, à privilégier un lieu présentant un certain nombre de substituts de manière tout à fait intéressante, il faut l'avouer effectivement, avec toute une série de questions qui sont liées à des absences liées justement à l'apprentissage, aux aspects pédagogiques, mais Michel Draguet en a déjà parlé, mais qui très clairement, bien entendu, interviennent dans ce débat et induisent très clairement aussi pour le public, de manière générale, une mutation en quelque sorte de l'espace muséal en tant que tel, puisque c'est nourri justement de ces expériences-là que ce public vient voir d'autres établissements et qu'il les considère comme beaucoup moins intéressants, beaucoup moins riches, etc. Dernier principe qui me semble important et qui intervient dans cette logique, c'est peut-être celui qui a le plus d'ailleurs amené à la transformation proposée justement de la définition par l'ICOM, c'est celui qui est peut-être lié aussi à la crise des musées, qui a amené crise économique de 2008, fin des années 2007-2008, qui est, pourrait-on dire, qui amène à son tour, en quelque sorte, un accroissement des réflexions sur le rôle social des musées. L'une des hypothèses que je défends et que je soutiens est effectivement que ce rôle social du musée croît peut-être de manière, mais plutôt cyclique. Il s'est très largement développé avec la nouvelle muséologie dans les années 70, en parallèle d'ailleurs effectivement avec l'après-premier choc pétrolier. Il se redéveloppe à partir des années 2007-2008 avec une littérature très abondante et notamment aussi d'ailleurs une littérature prospective en quelque sorte. Quel sera le futur des musées, notamment dans un rapport intitulé Museums 2020 sur justement ce que serait le musée, qui date des années 2012 justement, l'idée que le musée devrait de moins en moins, s'intéresser à la collection et de plus en plus à des activités en lien avec la société, en lien avec un certain nombre d'autres institutions plutôt périphériques, pourrait-on dire, par rapport au musée classique, et beaucoup plus activistes en quelque sorte, se détachant la plupart du temps des grandes collections, tels que le musée de femmes, un certain nombre de musées liés au Brésil, au rôle social, les Pontos de Memoria, des musées comme ceux de District 5 en Afrique du Sud, le musée des Indiens d'Amérique, qui se présente comme étant d'ailleurs un anti-musée aussi, sans lien ou avec peu de lien avec la collection, même s'il en abrite une, etc., mais en se concentrant sur autre chose. Cette autre chose, le rapport 2020 le résume en étant effectivement lié à de moins en moins d'éléments permanents et de plus en plus, Daniel Jacobi l'évoquait aussi, d'événements en quelque sorte, beaucoup plus même que des expositions, forme de plus en plus onéreuse, et donc de plus en plus ce lieu de débat, ce lieu forum en quelque sorte, ce lieu de transformation en lien avec la société et de moins en moins en quelque sorte en lien avec justement ces questions de préservation, de permanence, etc. Ce qui amène évidemment en quelque sorte une transformation d'un certain nombre de représentants de la profession muséale qui très clairement, après le renvoi de la définition qui était
dont il était suggéré justement qu'elle ne serait évoquée que lors d'une assemblée générale ultérieure, un certain nombre de responsables à se dire ce n'est que partie remise, ce sera comme ça que le musée sera d'ici 2 ans ou sera défini d'ici 2 ou 3 ans, car c'est en quelque sorte inéluctable. C'est ce principe évidemment qui amène toute une série de réflexions, car selon cette acception, effectivement, le rapport qui était très directement lié à la collection apparaît comme de plus en plus lâche et de plus en plus, je dirais, centré sur autre chose, sur un espace. Le musée Temple ou Forum est évidemment une discussion ancienne. Il ressurgit dans le débat de manière extrêmement importante actuellement, et très clairement, il définit, pourrait-on dire, de plus en plus le champ muséal dans son ensemble. Même si le champ muséal, pour un muséologue, est constitué aussi bien par des musées classiques que des musées je dirais, un peu plus périphérique et s'intéressant justement dans un rapport un peu distendu à cette relation particulière que l'homme entretient avec la réalité, c'est de plus en plus cette périphérie qui semble justement s'atteler à redéfinir le musée et son ensemble. Ça n'est évidemment pas sans lien avec l'avenir et le futur de l'institution, puisque à partir du moment où, par exemple, le musée se définit de moins en moins par rapport à la collection, c'est toute une série de réflexions sur le financement de cette collection qui commence à surgir. Car très clairement, évidemment, si ce qui est le cœur du musée, c'est d'abord l'événement, etc., pourquoi financer finalement le reste en quelque sorte? Et c'est évidemment tout ce dilemme auquel sont confrontés des générations de conservateurs, avec de plus en plus de difficultés de ce lien en quelque sorte très particulier avec le public. Je vous remercie.